Bienvenue au CAREP pour cette nouvelle conférence qui portera ce soir sur un sujet peu connu, à savoir l'économie de la fripe à Tunis et son impact pour la transformation urbaine. Donc, la fripe, elle a effectivement, on peut le dire, je crois, le vent en poupe dans nos sociétés occidentales où elle participe assez activement à l'imagerie écologique. Elle a néanmoins une histoire bien plus longue de l'autre côté de la rive de la Méditerranée, puisqu'en effet la pratique de l'habit de seconde main a été introduite en Tunisie durant la Seconde Guerre mondiale avec ce qu'on appelle la fripe militaire. Donc c'est du matériel militaire excédentaire que les forces alliées ont laissé sur place ou ont même expédié vers la Tunisie dès 1943. En devenant l'un des plus grands réexportateurs de la fripe vers l'Afrique de l'Ouest, la Tunisie s'est transformée en plaque tournante du commerce international de la fripe dès les années 1990. Mais c'est uniquement à partir des années 2000, et notamment après la révolution de 2011, que le marché tunisien de la fripe a véritablement explosé, entraînant dans le même temps un changement des pratiques et du paysage urbain à Tunis. Et c'est ce que nous allons voir donc ce soir avec notre invitée Katharina Goneisel, qui a consacré sa thèse de doctorat puis son postdoc à ce sujet, un sujet qui s'avère passionnant quand on s'y intéresse de plus près. Donc pour celles et ceux parmi vous qui ne la connaissent pas encore, je vais l'introduire rapidement. Donc Katharina est chercheuse postdoctorante au laboratoire d'anthropologie sociale à l'EHESS. Elle était auparavant postdoctorante à l'Université de Leipzig en Allemagne au sein du projet Marian Center for Advanced Studies in the Maghreb. Elle a soutenu sa thèse en géographie en 2021 à l'Université de Durham en Grande-Bretagne et elle a été affiliée à l'Institut de recherche sur le Maghreb contemporain, donc l'IRMC, pendant sa recherche doctorale en Tunisie. Donc merci beaucoup à toi Katharina d'être avec nous ce soir pour faire connaître tes recherches sur la fripe à notre public. Et pour entamer un peu le débat ce soir, peut-être une première question à toi, à savoir comment tu es arrivé en fait à t'intéresser à ce sujet qui est quand même, on l'a dit tout à l'heure, un sujet niche, et pourquoi d'ailleurs ce sujet en Tunisie en particulier. Bon, tout d'abord, également mes remerciements donc, au CAREP pour cette invitation de présenter ma recherche ici. Et un grand merci surtout à Isabelle d'avoir donc lu ma recherche et d'avoir proposé à échanger ici ce soir. Et à tous et à toutes d'être venus. Je viens de dire tout à l'heure, on a plusieurs experts en fait de la fripe dans le public ce soir. Donc ça nous permettra tout à l'heure dans le débat de tisser des liens au-delà de la Tunisie et de penser la fripe comme l'économie globale et mondiale qu'elle est aujourd'hui. Donc, pour répondre donc, à la première question, je vais vous montrer ce soir donc, des photos, surtout des photos que j'ai prises pendant mes terrains donc, depuis 2017 en Tunisie, quelques autres illustrations et quelques cartes en fait, pour que ça devienne plus imaginable en fait, surtout pour ceux et celles qui ne connaissent pas nécessairement le contexte dans lequel je parle et surtout la ville donc, du Tunis, où a eu lieu la grande partie de ma recherche. Donc, moi, à la base, j'avais formulé un projet de thèse qui ne portait pas sur la fripe en particulier, mais qui s'intéressait au rôle des espaces marchands dans les processus de changement urbain. Donc, ma question à la base, c'était surtout dans les villes arabes, après les moments révolutionnaires de 2011, comment les espaces marchands, les espaces de marché en ville étaient devenus des espaces de contestation sur les occupations de l'espace, sur les usages de l'espace. Et donc c'était des contestations que j'avais observées et étudiées d'abord au Caire, donc en Égypte, et après pour ma recherche de terrain de la thèse à Tunis. Et là, vous voyez une rue donc, du centre-ville de Tunis qui est occupée par des vendeurs ambulants, donc des occupations qui étaient devenues tout à fait courantes dans tout le centre-ville de Tunis, surtout après donc, 2011, donc, par un retrait en fait, des forces de l'ordre de l'espace public. Et le début de ma recherche de terrain coïncidait en fait, avec une campagne de nettoyage très violente
des forces de l'ordre contre les marchés informels, comme dans d'autres villes arabes dans la phase post-révolutionnaire, qui était accompagné par un discours de nettoyage, rétablissement de l'ordre par l'ex-gouverneur de Tunis, Omar Mansour, qui avait initié cette campagne. Et donc, en observant cette campagne de nettoyage, en réalisant des entretiens, je me suis rendu compte de l'omniprésence des marchandises de fripe dans ces marchés et donc de la fripe comme une des cibles clés de cette campagne de nettoyage. Et aussi de la prominence de la fripe dans les discours sur le changement urbain après la Révolution. Donc c'était devenu un des symboles, cette propagation des marchés de la fripe, de l'affaiblissement du pouvoir de l'État depuis la Révolution de 2011. Donc c'est de là que j'ai commencé à m'interroger sur ce commerce urbain, sur son historique, sur sa place contestée dans la ville, et que j'ai aussi commencé à m'interroger sur l'origine de ces marchandises, le fonctionnement de l'économie donc derrière ces espaces marchands, et à travers cela les réseaux d'acteurs qui animent cette économie. Merci beaucoup Katharina. Donc peut-être revenons-en un peu sur ton objet d'étude, donc la fripe, tu l'as dit juste dans l'intro, tu l'as découvert un peu sur le tas. Tu as aussi pu tracer l'évolution en fait de cet objet dans tes recherches et plus généralement en fait l'objet de la fripe a passé plusieurs stades. Donc, tout à l'heure, en intro, je disais que c'était à l'époque un objet plutôt militaire, puisqu'on parlait de la fripe militaire. Dans les années 80-90, on est passé en fait à un objet plutôt humanitaire, puisque la fripe était étroitement liée à l'aide humanitaire. Et puis, à partir des années 2000, on passe plutôt à un objet de marchandise, en fait. Donc, comment tu analyses ça dans tes recherches ? Donc, merci beaucoup pour cette question qui est de première importance pour la fripe, parce que ce qu'il faut souligner, c'est qu'il s'agit en fait d'une marchandise qui ne reste pas stable dans le temps. Donc en fait, il s'agit d'une catégorie de marchandises tout à fait hétérogène qui a évolué ou même complètement changé dans le temps. Donc ce qui est resté stable en fait, c'est que le terme fripe. Mais ce qui a été importé comme fripe, par exemple en Tunisie, a complètement changé, donc des origines donc, dans les années 40. Donc là, on parle de la fripe militaire. Ici, je vous montre en fait des matériaux d'archives en fait, que j'ai trouvés dans les archives nationales de la Tunisie. Donc en fait, des inventaires qui montrent l'importation dans les dernières années de la Deuxième Guerre mondiale de la fripe militaire, qui est ici appelée friperie américaine. Donc que les forces alliées, donc les États-Unis mais aussi la France, exportés dans les colonies, surtout en Afrique, donc entre autres donc en Tunisie, pour protéger leur propre marché d'une surproduction et d'un surplus de matériaux de guerre. Donc ceci est vraiment l'origine, en fait, à l'origine d'une économie mondiale et une économie d'exportation de la fripe, donc du nord vers le sud, pour faire simple. Et en Tunisie, les premières grandes quantités donc, de fripe sont arrivées dans les années 43, 44, 45, donc les dernières années de la Deuxième Guerre mondiale. Et ceci a été le cas dans la plupart des pays africains. Donc c'est une histoire, c'est un historique en fait de l'évolution de cette économie qui correspond aussi à d'autres pays sur le continent africain. Et donc la fripe à la base a toujours été et reste aujourd'hui donc une économie de surplus. Donc en fait, son origine est liée à la surproduction, une surproduction de vêtements qui, elle, a donc son origine dans la mécanisation de la confection des vêtements et donc une logique de protection de marché du Nord par une exportation des restes dans les pays du Sud. Donc, comme tu l'as dit là tout à l'heure, en fait, donc, on connaît tous et toutes les conteneurs de collecte de vêtements. Et donc cette collecte donc, des vêtements de la fripe humanitaire, comme tu l'as appelé, ou fripe caritative par les églises, par les associations caritatives, s'est répandue
à partir des années 80 et a pris de l'ampleur dans les années 90. Donc la fripe n'était plus seulement destinée donc, à la distribution aux nécessiteux dans les pays européens par exemple, mais aussi à l'exportation donc, dans le cadre de l'aide humanitaire. Et la partie de l'histoire qui reste moins connue, ce qui s'est propagé, c'est aussi la collecte commerciale de la fripe et l'exportation commerciale de la fripe. Et c'est là où la diaspora tunisienne a commencé à jouer un rôle primordial, surtout en France et en Italie, parce qu'il y avait des Tunisiens donc, dans la diaspora qui se sont lancés dans ce qui était devenu un secteur en fait, lucratif et profitable, et ont donc commencé à collecter des fois en nom d'une église ou d'une association caritative, cette fripe pour l'exportation commerciale de la fripe. Donc l'économie de la fripe s'est multipliée par 6 entre 1980 et 90. Donc c'est une croissance exponentielle qui après en fait s'est poursuivie justement due à une surproduction qui augmente jusqu'à nos jours, notamment avec la montée de ce qu'on appelle la fast fashion, cheap fashion, fast fashion, donc une surproduction de plus en plus importante de vêtements qui fait qu'il y a des surplus de plus en plus importants et qu'aujourd'hui on trouve dans la fripe pas seulement des vêtements de seconde main, mais aussi de plus en plus des invendus neufs. Donc ça c'est ce qui se passe en fait donc, à partir surtout des années 2010 et c'est un développement très important. Et donc, on est donc face à une catégorie d'importation hétérogène, comme je dis, qui comprend et contient pas seulement des vêtements, mais aussi des objets. Là, je vous montre une photo d'un magasin du centre-ville de Tunis, un magasin de fripe où s'entassent depuis quelques années des gourdes et des thermos. Donc, c'est une tendance donc, de consommation en Europe, au Canada et aux États-Unis qui se retrouve sur les étagères des boutiques à fripe à Tunis où ces gourdes ne trouvent pas nécessairement des acheteurs parce que l'eau potable n'est pas vraiment potable en Tunisie, l'eau du robinet, et le café se consomme plutôt en forme espresso dans des petites tasses. Et donc aujourd'hui, l'essentiel des balles de fripe qui arrivent dans le port de Tunis, ils proviennent d'où? Est-ce qu'ils proviennent forcément du marché européen ou est-ce qu'il y a aussi des circulations sud-sud? Donc peut-être d'abord, en fait, donc ce qui arrive en Tunisie ne sont pas des balles à fripe, mais c'est plutôt ce que vous voyez sur cette photo. Donc c'est en fait la fripe comme elle est trouvée dans les conteneurs de collecte, donc dans les sacs plastiques, etc., dans lesquels les gens en Europe, etc., en fait jettent ou mettent au rebut cette fripe. Donc c'est un peu ce que vous voyez ici. Après, pour parler des origines en fait aujourd'hui de la fripe, je vous montre une statistique du Observatory of Economic Complexity, donc là pour l'année 2020. Donc vous voyez en mauve, donc disons des pays d'origine traditionnelle de la fripe, donc l'Europe, avec aujourd'hui l'Allemagne et la Grande-Bretagne en premier lieu. Après en bleu l'Amérique du Nord, donc Canada et États-Unis. Et en fait, donc, ce sont les pays duquel vient la grande majorité de la fripe en Tunisie. Donc Europe et Amérique du Nord aujourd'hui. Mais il y a aussi de plus en plus une montée d'exportation des pays en Asie. Et surtout la Chine, qui était traditionnellement un pays d'importation de fripe, est ces dernières années devenu un exportateur de fripe. Et en très peu de temps, aujourd'hui figure parmi les exportateurs de fripe importants. Mais en Tunisie, ça reste presque négligeable. Donc la grande part de la fripe aujourd'hui en Tunisie vient jusqu'à nos jours donc de l'Europe et des États-Unis. Merci beaucoup à toi, Katharina. Donc on a vu grosso modo un peu comment la fripe est arrivée en Tunisie. Je vous propose qu'on regarde maintenant qui sont les acteurs du marché de la fripe à Tunis et surtout aussi à quelle réglementation ils font face, puisque effectivement en Tunisie les modalités d'importation, de transformation et aussi de distribution
de la friperie sont très réglementés, notamment par différents décrets. Donc je voulais savoir en fait si vous pouvez nous en parler un petit peu. Encore une fois, merci pour cette question qui, je pense, est de première importance, surtout parce que parler des décrets et d'un cadre réglementaire pour la fripe est souvent contre-intuitif. Parce que la fripe est très souvent considérée comme une économie d'ombre. En fait, c'est Brooks qui a appelé la fripe une économie d'ombre dans son livre en 2015. Et la fripe est souvent considérée comme une économie hors contrôle étatique, une économie informelle. Donc souvent, c'est presque contre-intuitif de parler d'un cadre réglementaire. Donc je pense que cette question est d'autant plus importante parce qu'en fait, une recherche de plus près en Tunisie montre que la fripe est d'une certaine manière presque surrégulée et a un cadre réglementaire complexe et une économie politique propre qui est importante pour comprendre en fait le positionnement aussi de la Tunisie sur le marché mondial. Donc, pour faire vite, parce que le cadre réglementaire est complexe et il ne nous intéresse pas ici en détail, mais ce qui est important peut-être pour nous, c'est deux décrets, donc un de 95 et le deuxième donc, de 2005. Donc deux décrets qui ont été adoptés par le régime autoritaire de Ben Ali, mais qui perdurent jusqu'à nos jours. Donc ce cadre réglementaire n'a pas changé depuis la Révolution, malgré des nombreuses tentatives de réforme. Donc, ce qui est important pour nous, c'est d'abord qu'il y a une définition légale de la fripe qui ne correspond pas aujourd'hui du tout à ce qu'on trouve comme circulation sur le marché de la fripe. Donc, cette définition légale, d'abord, dit donc que la fripe doit être, comme je l'ai déjà dit, importée en état non trié. La fripe doit être de seconde main, donc ceci contredit donc cette idée qu'il y a de plus en plus d'invendus neufs parmi la fripe. Et les décrets aussi excluent de nombreux articles de cette définition de fripe. Donc, par exemple, ce que vous voyez ici, les chaussures, tous les produits en cuir comme les sacs, les jouets, etc., selon ces décrets, doivent être considérés comme des déchets et doivent être immédiatement réexportés. Donc, ces articles sont interdits de circulation sur le marché de fripe, mais évidemment circulent sur le marché. Donc ceci est important parce qu'il y a donc un cadre, en fait, une définition légale de la fripe qui ne correspond pas à ce qu'on trouve comme circulation sur le marché. Et ce qui est encore plus important pour nous, pour comprendre le positionnement de la Tunisie en tant que donc, plaque tournante, comme a dit Isabelle, de la fripe sur le continent africain, le cadre réglementaire contient une exonération fiscale des importations de la fripe. Donc la fripe est libérée des droits de douane sous condition d'une réexportation de au moins 30% de la fripe et d'un recyclage ou d'une transformation de 20%. Par exemple, par des machines d'effilochage, etc., qui produisent de l'isolement. Donc ça, c'est tout ce que je dis, c'est donc écrit sur papier, c'est pas nécessairement appliqué. Je vous montre encore une fois une statistique du Observatory for Economic Complexity. Il faut toujours se méfier des chiffres. Ce ne sont pas des chiffres exacts, mais des estimations qui peuvent quand même être utiles et qui nous montrent en fait que parmi les importateurs, donc à droite de l'Afrique en Afrique, la Tunisie, donc tenant compte de sa petite taille, figure quand même parmi les importateurs importants, mais que quand on regarde les exportations, la Tunisie devient le plus grand exportateur de l'Afrique. Donc ce que ça nous dit, c'est que ce décret et cette exonération fiscale en 1995 a donc transformé la Tunisie non pas seulement en une destination finale importante, donc avec un marché local important pour la fripe, mais pour un pays qui approvisionne d'autres pays, donc qui devient un pays donc intermédiaire et qui réexporte la fripe aujourd'hui, surtout en Algérie où l'importation de la fripe est interdite depuis 2009. Mais aussi dans beaucoup de pays en Afrique de l'Ouest, du chiffon qui est réexporté en Asie, donc une géographie mondiale de redistribution de la fripe tout à fait complexe à partir de la Tunisie. Et donc suite à ce cadre réglementaire qui a encouragé une délocalisation du tri de la fripe, donc
dans des usines de tri, comme vous voyez ici une dans cette photo, une délocalisation de ces processus de tri en Tunisie à partir de 1995, donc à partir de cette exonération fiscale de la fripe. Et juste un dernier mot sur l'économie politique qui explique ce cadre réglementaire. Donc, le régime de Ben Ali en 1995 avait donc reconnu en fait le potentiel de croissance de ce secteur, aussi le rôle important que jouaient déjà quelques entrepreneurs pionniers tunisiens dans cette circulation de fripe en Méditerranée. Et ouais, non, c'est bon. Et a donc décidé de saisir ce moment et de donc octroyer en fait des nouvelles autorisations d'importation à des alliés politiques, mais aussi à des membres du clan de Trabelsi, donc la famille de Leila Trabelsi, de la femme de Ben Ali, et a donc intégré la fripe dans un système de capitalisme de copinage beaucoup plus large. Et donc, comme tu parlais des chiffres, restons un peu avec des chiffres, puisque selon les statistiques officielles du gouvernement, plus de 9 millions de tonnes de fripe sont importées chaque année en Tunisie, dont 30% sont destinés effectivement à la vente sur le marché local, mais 30% doivent aussi repartir vers les autres pays de l'Afrique. Donc, qui traite et qui distribue ces 9 millions de tonnes de fripe en Tunisie? Bon, ce nombre cette chiffre de 9 millions de tonnes, je ne l'ai jamais entendu, mais c'est exactement ce qui se passe tout le temps dans la fripe, c'est qu'en fait, on ne peut pas du tout se fier aux chiffres et que les chiffres varient énormément et n'ont souvent aucun rapport en fait à la réalité. Donc il y a, juste pour parler des chiffres, donc il y a un quota en fait officiel qui est en place depuis 1995 de 10 500 tonnes par an. Donc ça c'est en fait le cadre légal. Ce quota a été dépassé dès la première année et est en décalage total avec la réalité. Donc aujourd'hui les chiffres, comme j'ai dit, varient énormément, donc entre ce qui sont les chiffres officiels et ce qui sont les chiffres, les estimations en fait des associations, etc. Mais il y a une estimation de 130 000 à 150 000 tonnes par an qui sont importées en Tunisie, donc et ceci en fait entre 2018 et 2019. Donc probablement, très, très certainement en fait cette quantité a baissé pendant la pandémie Covid. Mais il y a eu donc un taux de croissance par an de presque 20% d'augmentation d'importation de fripe après la révolution, donc ça c'est assez sûr. Et on est donc arrivé donc avant la pandémie à ce chiffre de 150 000 tonnes par an, ce qui est considérable, très considérable même pour un petit pays comme la Tunisie. Donc je vais aller un peu vite là pour juste vous parler rapidement de qui traite, qui transforme en fait la fripe en Tunisie. J'ai déjà parlé dans des usines de tri. Je suis désolée, je reviens sur cette image. Donc une usine de tri, donc de l'intérieur, où une main d'œuvre surtout féminine accomplit un tri des vêtements. Donc d'abord selon la catégorie des produits qu'ils trouvent, et ensuite un tri plus fin, qui essaie d'établir des échelons de valeur selon la valeur donc, de la fripe. Et après ce tri, il y a une main-d'œuvre, donc là pour le coup plus masculin, qui se charge donc, du pesage et de l'emballage de la fripe sous une presse à balles. Et c'est de là que viennent en fait les balles à fripe qu'on connaît. Après, il y a disons la marchandise qui est souvent appelée la marchandise crème, donc la marchandise supérieure, qui est emballée séparément pour ne pas être endommagée sous la presse à balles, dans des sachets que vous voyez ici, et qui est traitée par les trieuses les plus expérimentées, qui doivent donc connaître en fait qu'est-ce qui rentre en fait dans cet échelon de valeur la plus élevée de la fripe. Il y a toute une partie en fait de cette crème qui est là triée dans ce qu'on appelle bit cream, donc la chambre de la crème, qui est réexportée en fait en France, par exemple,
dans d'autres pays aussi d'Europe et qui approvisionnent ici ce que vous connaissez comme les magasins vintage à Paris. Donc vraiment, on parle de la circulation ici, une circulation donc, de la France en Tunisie pour le tri et après une réexportation des fois dans le pays d'origine pour la revente. Ensuite, donc, les balles à fripe sont donc redistribuées. Donc, il y a une partie, comme j'ai dit, elle est re-exportée directement des usines de tri, mais il y a une grande partie, et beaucoup plus que ce qui stipule le cadre réglementaire, qui circule sur le marché local de la Tunisie, mais aussi à travers les frontières, donc, de manière illicite, pour approvisionner le grand marché algérien. Donc là, on voit donc, un local de grossistes. Il y a un quartier de grossistes à Tunis, le quartier de Zahrouni, qui est à l'ouest du centre-ville de Tunis. Un quartier populaire qui était connu pour la réparation de voitures. Donc là, vous voyez encore l'enseigne en fait, d'un garage qui est devenu dépôt de grossistes. Et dans la rue principale donc, de Zahrouni, aujourd'hui, on voit ce qu'on appelle les showrooms, des grossistes qui montrent donc leurs marchandises de fripe et dans lesquelles viennent approvisionner les détaillants, mais aussi d'autres grossistes ou des grossistes intermédiaires, surtout donc depuis l'Algérie. Ensuite, il y a toute une chaîne de transporteurs qui se chargent donc, du transport de la fripe donc, à travers les frontières, mais aussi partout dans le pays et à l'intérieur de la ville. Et je le redis encore une fois, en fait, il s'agit des fois des circulations assez risquées. Parce que là, par exemple, on voit une livraison de chaussures, donc une catégorie de marchandises qui ne devrait pas circuler sur le marché tunisien, mais qui circule sur le marché tunisien. Donc, une tâche de transport pas tout à fait facile, parce que ces transporteurs doivent naviguer, donc les contrôles de circulation pour approvisionner, donc, par exemple, les marchés de fripe de la capitale. Et pour venir aussi un peu au sujet de ma recherche, donc l'espace urbain et de comment en fait cette économie de la fripe et ce commerce de la fripe a donc contribué à la fabrique de l'espace urbain à Tunis, je vous montre, ou je vous introduis un peu à cette géographie urbaine de la fripe dans la capitale de Tunis. Donc vous voyez en bleu clair donc le port de Rades, c'est le grand port de containers de Tunis. En rouge, j'ai mis les deux usines de tri donc à la périphérie de Tunis où j'ai effectué une partie de mon terrain. Voilà. Je perds mes papiers, bon, c'est pas grave. De toute façon, je regarde. Mais, donc ça, ce sont les usines de tri. Et je viens de parler des quartiers de grossistes. Donc ça, c'était l'ancien quartier de grossistes, donc dans la Rafseya, qui est devenu trop petit et trop encombré. Et ici se trouve le nouveau quartier de grossistes, donc Zahrouni. Et en vert, j'ai cartographié quelques-uns des marchés aux fripes de la ville de Tunis, mais une petite partie en fait, en vérité, des marchés aux fripes de Tunis, parce que chaque quartier de Tunis a son propre marché. Il y a aussi les souks hebdomadaires qui vendent la fripe. Il y a aussi des rues de boutiques à fripe que j'ai pas du tout cartographiées, et c'est en plus une cartographie des espaces marchands qui ont une évolution permanente. Donc là, tu nous as parlé un peu des acteurs qui intervenaient en fait dans la distribution en fait de cette fripe. Donc à côté de ces acteurs-là, nous avons bien sûr les fripiers qui vendent cette marchandise donc, sur ces marchés. Et à côté de ces fripiers, il y a une autre catégorie que tu appelles dans tes recherches les nassaba. Donc ce sont des personnes en fait qui vendent de la marchandise, ça peut être la fripe. Donc on se pose quand même la question aussi comment fonctionne en fait ce binôme, ça de un. Et puis à côté de cela,
Il y a évidemment aussi la question du laisser-passer. Donc je l'évoquais déjà tout à l'heure avec les livraisons de chaussures. Donc a priori une marchandise qui ne devrait pas être vendue sur les zouks, donc sur les étables des fripiers, mais elle circule quand même. Et donc se pose évidemment la question des pots de vin qui sont payés à différents acteurs, éventuellement les agents municipaux, la sécurité et aussi la douane. Donc comment tout cela en fait interfère dans le cycle de la fripe et surtout quel est le rôle en fait dans cette chaîne qui conduit finalement du port qu'on voit ici jusqu'à l'étal sur lequel on peut ensuite retrouver les fripes sur les zouks. Oui, donc je le disais déjà tout à l'heure, donc en fait l'État est impliqué dans toutes les étapes en fait de la chaîne de valeur de la fripe, donc du port jusqu'au marché. Et quand on parle de l'État, il faut toujours aussi penser l'État comme un acteur tout à fait fragmenté qui a donc différents registres d'action, des registres d'action plutôt formels et des registres d'action plutôt informels. Et donc l'État fonctionne, participe à l'économie de la fripe, donc à différentes échelles et dans différentes fonctions. Et donc on peut d'abord, évidemment, il faut mentionner la douane. Donc la douane qui joue un rôle important d'inspection des conteneurs. Il est très facile à imaginer à quel point c'est difficile en fait d'inspecter les conteneurs de fripe parce que c'est très difficile en fait à distinguer par exemple la fripe des déchets. On va revenir à ce sujet je pense tout à l'heure. Donc la douane qui inspecte les conteneurs mais qui est aussi stationnée dans tous les entrepôts industriels et ceux-ci sont des usines de tri donc ils sont tous sous la protection de douane. Comme d'autres espaces purement exportatrices de l'économie tunisienne. Donc en fait la douane est stationnée dans chaque usine de tri et contrôle donc les circulations à l'intérieur et puis à partir des usines de tri en Tunisie. Après, il y a donc les forces de l'ordre évidemment qui contrôlent les circulations, donc, encore une fois différentes parties des forces de l'ordre, donc de la garde nationale qui contrôle les routes, surtout tout ce qui est commerce transfrontalier, mais aussi la police municipale, donc pour tout ce qui sont les circulations à l'intérieur de la ville. Donc évidemment, pour la douane et pour les sécurités, pour les forces de sécurité, les circulations illicites de la fripe constituent une sorte de rente, une sorte, de rente et ils participent donc à l'extraction de valeur de cette marchandise. Et après, il y a aussi différentes échelles de l'administration de l'État qui sont impliquées dans la gestion du secteur de la fripe. Donc, j'ai parlé des ministères qui font partie du cadre réglementaire, donc 6 ministères différents de l'État tunisien qui participent, par exemple, à la répartition des contingents. Donc ceci a évidemment créé des intérêts propres en fait au sein des ministères qui fait aujourd'hui qu'il y a des blocages énormes entre ministères et que toute tentative de réforme depuis 2011 a échoué, une après l'autre. Mais on parle aussi d'une administration locale, donc des gouvernorats, mais aussi des municipalités nouvellement élues en Tunisie depuis 2018 qui participent par exemple à l'octroi des autorisations. Et ici, je vous montre le bureau, par exemple, de l'autorité des marchés de la ville de Tunis, donc, qui participe donc, à la gestion en fait, des espaces de marché, donc des patentes, de la collecte des taxes. Et donc, je dirais qu'il y a souvent en fait, cet argument que la fripe est une économie informelle parce que les participants, les acteurs de la fripe ne payent pas d'impôts. En vérité, c'est pas le cas parce que à toute échelle et tous les acteurs de la fripe payent des impôts, des fois officiels, des fois officieux. Donc différentes formes de participation étatique donc à l'extraction de la valeur de cette marchandise.
Donc on a fait un peu le tour sur qui sont les acteurs de l'économie de la fripe, on a vu aussi les réglementations. Je vous propose qu'on s'intéresse maintenant un peu à la question qu'est-ce que la fripe a fait à la ville, comment elle a participé à la transformation en fait, de cet espace urbain, puisque dans tes recherches, et tu l'as pris comme cas d'étude, notamment le marché de Bab el-Fana, donc dans tes recherches tu montres comment ce lieu va peu à peu muter en quelque sorte à partir des années 2000, peut-être même après 2011 de manière plus visible. C'est un marché que tu décris comme historiquement connu pour ses fruits et légumes et qui finalement va muter en sneaker paradise, donc le marché des baskets, où peu à peu vont s'implanter des stands fixes. Et ces stands fixes vont donc venir modifier un peu cette architecture, la disposition du marché finalement en dur. Donc quelles conséquences cela a concrètement? Donc il faut peut-être d'abord dire que un peu l'évolution que tu décris donc, du marché de Bab el-Fala, qui est donc un marché alimentaire, donc de fruits et légumes historiques, très connu, surtout pour les classes populaires de Tunis, qui est localisé dans le faubourg sud de la Médine de Tunis, qui date du XIIe siècle. C'est donc cette évolution de ce marché alimentaire en marché de plus en plus spécialisé de fruits n'est pas une histoire donc unique de ce marché, mais c'est répété un peu partout à travers la capitale de Tunis. Donc ça fait partie en fait d'une propagation de ce commerce de fripe dans différents espaces de marché. Et je vous montre une carte de Bab el-Fala. Donc vous voyez donc en gris foncé donc ce faubourg sud de la Médine, donc de l'ancienne ville de Tunis, avec donc une rue principale de Bab el-Fala qui était traditionnellement donc la rue des bouchers, la rue de la vente de fruits et légumes. Et ici vous voyez donc en vert la partie qui reste donc la rue des bouchers et des fruits et légumes, et en rouge l'expansion du commerce de la fripe. Donc cette carte date, et si je la ferais aujourd'hui, toute une partie du vert serait déjà rouge. Donc en fait c'est un processus en permanente mutation. Et moi j'aimerais revenir donc sur ce que j'ai cartographié en jaune, donc ce que disait Isabelle, donc en gros comment Bab el-Fala est devenu le sneaker paradise de Tunis. Donc c'est un processus qui a eu lieu après 2011, et en fait c'est une rue de marché donc spécialisée en vente de baskets de seconde main qui s'est construite dans quelques nuits en fait en dur, comme vous voyez ici, après la révolution de 2011. Donc c'était un groupe de fripiers qui était déjà installé sur le marché de Bab el-Fala, mais qui n'avait pas de boutique fixe à l'époque. Il n'y avait que des étals sur lesquels ils vendaient, qui ont saisi ce moment un peu d'un affaiblissement du contrôle en fait de la municipalité, mais aussi du retrait des forces de l'ordre de l'espace public, pour saisir donc un terrain municipal et pour construire en dur des boutiques à fripe, et pour après se spécialiser en fait dans la vente de Sbadriyat. Donc ceci est devenu Nahj Sbadriyat, donc la rue des baskets, qui lie, comme vous voyez en jaune, donc la rue principale du marché avec la grande rue avoisinante, donc tout à fait donc une extension stratégique du marché de fripe de Bab el-Fala. Et Bab el-Fala s'est depuis fait une réputation dans tout le Grand Tunis pour ses baskets donc originaux, donc marque originale. Donc ceci a évidemment aussi changé la fréquentation du marché, la dynamique du marché, et a rajouté en fait à la réputation et à accélérer l'expansion en fait du commerce de fripe à Bab el-Fala. Donc là vous voyez en fait du haut une partie de cette extension du marché qui a été construit sur un terrain municipal. On en parlait déjà tout à l'heure un tout petit peu des fripiers et des nasara, donc ces deux catégories de vendeurs qu'on peut retrouver sur ces marchés.
Les Nasaba qui proposent en fait depuis très longtemps en fait des vêtements de seconde main, souvent à la périphérie de la ville, et qui font aujourd'hui face en fait à la concurrence des fripiers, notamment depuis 2011. Comment cette relation en fait s'est construite, puisqu'il paraît quand même qu'il y a des tensions, enfin ça va, on va dire, de la tension jusqu'à parfois à l'embauche en fait des Nasaba par les fripiers. Comment tu analyses cela? Donc, je vous montre en fait une photo donc, qui montre un peu ce phénomène que tu viens donc, appeler les Nasaba. Donc, Nasaba, c'est drôle en fait pour d'autres dialectes arabes parce que ça ne veut rien dire, mais en tunisien en fait les Nasaba, donc ce sont que Yinsbu en fait qui donc vendent en fait dans la rue, donc c'est la vente ambulante, les vendeurs de rue. Et c'est donc l'expansion en fait de la vente de la fripe s'est fait surtout à travers donc, cette vente ambulante de la fripe qui des fois se fait sur des chariots tout à fait mobiles dans l'espace urbain, mais des fois aussi approprie et transforme de manière plus permanente l'espace urbain, l'espace public, comme on voit ici, ou un passage urbain est donc transformé en boutique de fripe de manière tout à fait pérenne, parce que les deux Nasaba qu'on voit ici occupent cet espace depuis 2 ans et laissent leur équipement dans l'espace public, etc. Donc c'est vraiment une transformation aussi de l'espace public, des fois assez pérenne. Il y a un terme vernaculaire aujourd'hui en Tunisie, la fripisation, donc qui combine donc le terme fripe avec donc ce processusisation de changement de l'espace urbain, qui essaie de capter en fait le rôle de la fripe et du commerce de la fripe dans cette transformation visible de l'espace urbain, qui change donc des fois transforme des marchés existants, comme on l'a vu avec Bab el Fala, et des autres fois en fait transforme des rues résidentielles, comme ici la rue du Liban à Lafayette, donc au centre-ville de Tunis, un quartier construit au début du XXe siècle, donc pendant le protectorat français. Donc une rue qui était une rue résidentielle calme, qui a été transformée pendant la dernière décennie en marché de fripe dense et en fait un des marchés les plus populaires de Tunis aujourd'hui. Et ceci me permet de parler donc, de cette relation tout à fait complexe entre vendeurs de rue et vendeurs de fripe en boutique. Parce que, à première vue, c'est une relation de compétition, des fois de contestation donc, entre donc, vendeurs et vendeurs ambulants. Mais, par exemple, la rue du Liban montre qu'il y a aussi des relations tout à fait collaboratives qui ressemblent même à des relations d'embauche, donc des relations très très stables de partage, par exemple, de profit, qui est, dans le cas de ce marché, vraiment derrière le succès exemplaire de ce marché. Donc vous voyez ici qu'à droite, la partie droite de la rue est donc occupée par les magasins de fripe et en face se trouvent les étals des vendeurs de rue. Et en fait, il y a une collaboration stable donc, entre les vendeurs de boutique et les Nasaba. Donc les Nasaba, les vendeurs de rue, vont entreposer leurs marchandises et leur équipement dans les boutiques à fripe pendant la nuit. Et il y a un système de double circulation de la fripe dans la rue de Liban. Donc une première vente des marchandises nouvellement arrivées dans les magasins de fripe et après une récirculation, donc une revente à des prix plus abordables de la même marchandise ou des restes de la même marchandise sur les stands des Nasaba. Donc ceci fait un système de double circulation qui permet donc un partage de profit et qui permet à ce marché de renouveler son offre plus rapidement que d'autres marchés et qui rend ce marché un des marchés de fripe les plus populaires de la capitale de Tunis aujourd'hui. Tu disais tout à l'heure que la fripe elle a aussi changé en fait les dynamiques urbaines et surtout la manière dont les habitants de Tunis utilisent, s'approprient la ville. Dans tes travaux, tu relates aussi cette expérience d'ouverture des bals à fripe bi-hebdomadaires qui, comme tu dis, devient un véritable rendez-vous en fait des Tunisiens et des Tunisiennes. Est-ce que tu peux revenir un peu pour nous sur cet aspect?
je le qualifierais de quasi religieux, en fait, d'une cérémonie presque de l'ouverture de ces balles, et pourquoi ça a pris cette ampleur-là. Et donc, comme je le disais, chaque marché de fripe de Tunis a donc un rythme, en fait, donc un rythme de circulation qui fait fonctionner ce marché. Et ces rythmes de circulation sont déterminés par l'ouverture de nouvelles balles à fripe, ce qu'on appelle en Tunisie Halan al-Bal. Donc, c'est le moment qui montre cette photo, donc le moment où le vendeur de fripe, le commerçant, va ouvrir avec son couteau les cordes qui tiennent la balle pour révéler, pour ouvrir donc les marchandises comme elles ont été triées dans l'usine de tri. Donc évidemment, ce moment d'ouverture de balle tient une promesse, et la promesse, c'est être la première personne qui touche et qui inspecte cette marchandise, et donc de trouver la meilleure pièce. Donc ce moment est clé pour les commerçants de la fripe parce que c'est à ce moment-là qu'ils peuvent charger le prix le plus élevé pour la marchandise, qui est donc pas triée encore et qui fait donc attendre les gens pour ces moments du Halan al-Bala. Ce rythme en fait de l'ouverture des nouvelles balles est souvent bi-hebdomadaire. Ce sont des rythmes qui ne sont pas écrits, ils sont écrits nulle part, mais ils font partie d'une connaissance partagée entre commerçants et entre consommateurs fidèles de la fripe qui connaissent par cœur les horaires et les jours du Halan al-Bala dans tous les marchés de la ville et qui vont donc planifier leur visite selon ces moments. Donc, comme tu l'as dit, ce sont donc des moments de rencontre, donc, comme vous voyez ici, autour de la table de fripe, des moments de partage, des moments d'inspection partagés qui sont très ritualisés, qui suivent des règles tacites. Donc, par exemple, personne ne peut toucher la marchandise avant que le commerçant n'ait pas mis en l'air et inspecté l'article. Et ce sont souvent des moments assez intimes, comme vous voyez ici, par exemple, autour d'un sachet qui vient d'être ouvert donc de soutien-gorge de deuxième main, et d'autres sous-vêtements, donc des moments donc de sociabilité aussi exclusivement féminine, mais qui sont pour autant partagés avec un commerçant homme, parce que presque tous les commerçants de la fripe sont des hommes, surtout ceux qui travaillent donc dans les espaces de marché. Et donc un commerçant homme qui va offrir son expertise sur la qualité des sous-vêtements, sur l'évaluation des tailles, sans pouvoir essayer parce qu'il n'y a pas de cabine pour se changer. Donc aussi des moments de partage qui traversent donc souvent les classes sociales à Tunis et des fois qui contournent un peu aussi les normes de genre qui structureraient normalement les rencontres dans l'espace public. Et le moment de l'ouverture des nouvelles balles ou des nouveaux sachets est particulièrement intéressant autour des étals où sont vendus les objets donc, de seconde main, parce que la fripe contient aussi des accessoires, des jouets et d'autres objets. Et ici, je vous montre, on retourne au marché de Bab el-Fal, là je vous montre donc le moment de l'ouverture des nouveaux sachets tôt le matin, donc de nouveaux jouets de fripe qui sont arrivés de l'usine du tri. Et si en fait le contenu des balles à fripe est assez déjà imprévisible, ce qu'on trouve dans ces sachets par exemple de jouets est encore plus imprévisible. Donc l'hétérogénéité même des objets qui vont être tirés de ces sachets fait qu'on ne peut pas fixer un prix fixe pour tous les articles, et ceci veut dire que les moments de l'ouverture de balles deviennent en fait des processus de négociation et de discussion très complexes. Donc vous voyez ici qu'il y a des gens par exemple qui ont apporté leurs chaises en plastique, d'autres qui ont apporté leur cendrier, leur café, qui ont cherché du café en face. Donc ça devient vraiment des moments ou des spectacles publics qui attirent pas seulement des consommateurs mais aussi des spectateurs qui peuvent se joindre donc à cette discussion, à cette négociation sur les prix et qui sont donc à l'encontre en fait d'une marchandise qui vient d'ailleurs et qui est souvent inconnue, ce qui rend la valeur incertaine mais aussi des fois l'usage de ces objets complètement incertain.
Donc selon, là encore pour donner quelques chiffres, selon les statistiques qui sont avancées par la Chambre nationale des commerçants grossistes de friperie, il y aurait 94% des Tunisiens qui ont recours à la friperie pour se vêtir. Donc dans ton travail, tu dis que cet engouement pour la fripe ne peut pas être exclusivement associé à la question du prix, c'est-à-dire que ce sont souvent des prix abordables, mais qu'il faut légalement comprendre en prenant en considération la question des valeurs et la signification particulière à cette friperie justement en Tunisie. Et donc tu nous parles en fait de processus d'adaptation ou de réinvention qui peuvent, et je te cite ici, refaire des formes globales et les sublimer dans la spécificité locale. Est-ce qu'on peut donc dire quelque part que ce que tu nous montrais ici, c'est-à-dire les marchés de la fripe, ce sont en fait des marchés extrêmement localisés et comment cela nous aide finalement à comprendre aussi les modes de consommation de fripe distincts qui ont émergé en Tunisie? Donc je réponds peut-être d'abord à la première partie peut-être de la question, donc sur comment on peut expliquer cette grande popularité de la fripe en Tunisie, où donc une grande majorité des Tunisiens achètent très régulièrement à la fripe, et donc une consommation de fripe qui traverse les lignes de classe sociale et qui est donc d'une certaine manière exceptionnelle en fait dans la région. Par rapport à d'autres pays comme l'Égypte ou aussi le Maroc, où quand même la fripe reste associée à une économie de pauvres et souvent un peu associée aussi à cette notion de raïb, donc de honte, ce qui n'est pas du tout le cas en Tunisie. Donc, je pense pour comprendre comment la fripe est devenue donc, un mode de consommation tout à fait conventionnel, mainstream en Tunisie, même pour une classe moyenne et haute classe moyenne urbaine, il faut remonter aux années 90 et à ce cadre donc réglementaire dont je parlais et à la professionnalisation du tri en Tunisie qui a donc cette nouvelle catégorie de haute gamme de fripe qui émerge vers la fin des années 90. Donc ici vous voyez inscrit sur la marquise du magasin fripe de luxe. Donc c'est un peu ce qu'on appelait la fripe du luxe ou la super fripe qui émerge donc vers la fin des années 90 et qui a fait qu'il y avait une nouvelle clientèle qui était donc attirée par la fripe et pour laquelle la fripe en fait rendait accessibles des marques originales à bas prix. Et ceci a aussi conduit à une stratification socio-spatiale des paysages de commerce de la fripe à Tunis. Donc ici, je vous montre un marché de haute gamme de fripe qui a donc émergé au début des années 2000 à Menzaouit. C'est un quartier aisé dans le nord de Tunis. C'est un marché couvert qui est fier d'offrir que de la crème. Donc la fripe de haute gamme, c'est un marché qui est accessible uniquement par voiture, donc ce qui garantit aussi d'une certaine manière une clientèle un peu sélective et qui offre donc les marques originales. Et de là est donc née une culture de consommation de la fripe qui attribue une importance donc, à l'original. Donc cette idée que l'original, par exemple, acheter des baskets en original est plus important que acheter des baskets neuves. Et ceci doit aussi être compris dans un contexte où, pour la grande majorité des Tunisiens, quand même, les marques européennes n'étaient pas accessibles, sauf dans la fripe, et où, une fois que les marques européennes sont devenues accessibles, elle restait en fait abordable seulement pour une très petite élite urbaine, où le seul choix, le vrai choix en fait sur le marché courant est la contrefaçon qui est importée de l'Asie, de la Chine ou de la Turquie, qui est souvent surnommée en tunisien chinois, et donc made in China. Et le Made in China est en fait considéré, bon, c'est du neuf, mais c'est considéré de moindre qualité. Et donc c'est souvent en comparaison entre le chinois et la fripe que se fait un choix pour la fripe, et donc pour l'original, pour la durabilité.
Et pour revenir à la deuxième partie de la question, donc sur l'Afrique comme un marché localisé, je disais déjà qu'il faut comprendre, pour comprendre un peu la passion aussi qui est dans les modes de consommation, les cultures de consommation de l'Afrique, et par exemple la passion qui est souvent exprimée pour le moment de l'ouverture de bal, donc avec toute une sociabilité, surtout féminine, qui se crée autour de ces moments de Halal al-Bal, donc des groupes de femmes qui vont se retrouver les week-ends pour faire le Halal al-Bal dans tel ou tel marché. Et là, je parle des classes populaires et de la haute classe moyenne urbaine. Donc, la passion qui est là-dedans et qui s'exprime par, en fait, souvent une sorte d'addiction de consommer à la fripe, c'est aussi la promesse de retrouver des nouvelles choses à chaque visite et la promesse d'un renouvellement de l'offre continuelle par donc, les tendances de consommation ailleurs. Et un exemple rigolo et récent sont les saris indiens. Donc les saris qui arrivaient au début un peu par hasard des grandes capitales européennes et qui après en fait sont devenus populaires, qui ont été intégrés dans les tenues de mariage en Tunisie. Et aujourd'hui il y a une telle demande en fait pour les saris qu'il y a des grossistes de fripes qui ont commencé à importer depuis les Émirats les saris, donc les balles spécialisées de saris, et qui a aujourd'hui des magasins de fripes spécialisés en tenue traditionnelle indienne sur le marché de fripes. Donc aussi la fripe comme une source d'inspiration, un espace d'expérimentation, d'innovation des styles vestimentaires, et surtout de plus en plus pour disons une élite urbaine huppée, aussi l'espace de l'authenticité, donc un peu aussi par l'accélération de la circulation des images, donc l'adoption d'un style hipster vintage qui est devenu tout à fait courant en Tunisie et auquel la fripe donne accès. Merci beaucoup Katharina. Donc si on pouvait peut-être résumer un peu cette deuxième partie de notre discussion, on pourrait peut-être dire que étudier finalement l'espace urbain à travers la fripe nous fait finalement comprendre que la vie n'est pas juste ce lieu figé, mais que c'est un processus et que la ville est finalement le résultat des différents processus, négociations et acteurs en fait qu'on trouve dans la ville. Donc, et qui produisent finalement cette mutation. Et donc, la mutation, c'est peut-être aussi, et ce mouvement permanent, c'est aussi ce qui a fait naître finalement ces marchés de la friperie. Mais la question qu'on peut se poser, et c'est sur celle-ci que je voudrais revenir dans la dernière et troisième partie, c'est de savoir si ce mouvement permanent, cette mutation permanente, ne peut pas aussi entraîner finalement le déclin de ce marché et quelque part donc aussi peut-être le déclin de l'espace urbain tel qu'il est actuellement en place. Et donc pour entamer ce troisième volet de notre échange, peut-être la première question qui nous viendrait à l'esprit ici, c'est cette crise en fait que traverse actuellement le secteur de la fripe en Tunisie, notamment depuis la crise du Covid. Tu l'as déjà dit tout à l'heure. Donc comment l'expliques-tu? Bon, je pense pour parler donc de la crise actuelle du secteur de l'Afrique en Tunisie, il est important peut-être d'une certaine manière de revenir de l'échelle urbaine à l'échelle mondiale dont on avait parlé tout à l'heure et de penser donc la fripe en tant que composante essentielle du marché de textile globalisé comme il est aujourd'hui. Et donc de revenir donc, à un moment qu'on connaît tous et toutes, donc la fermeture soudaine de tous les magasins de détail pendant le premier confinement, donc en 2020. Et je vais aller très vite ici et simplifier, mais ce qui s'est passé, c'est que évidemment, par cette fermeture des détaillants partout dans le monde, il y a des collections de mode entières, donc 2020, donc collection printemps, collection d'été. Ici, on voit une high street à Londres, donc fermée, qui est restée invendue. Donc, ce qu'on voit en premier, c'est donc un problème de surplus sans précédent sur le marché mondial. Donc, un surplus de textiles plus grand que jamais dans l'histoire.
Donc, et en même temps, une augmentation de dons de vêtements de deuxième main pendant les confinements. Pourquoi? Parce qu'on était tous enfermés chez nous, on avait plus de temps. On avait souvent le besoin en fait de faire de l'espace, de désencombrer les armoires, et donc il y a eu en fait une augmentation aussi des dons de fripe. Donc, si on veut, une explosion de marchandises de fripe, mais surtout des invendus neufs sur le marché de la fripe. En même temps, il y a eu une interruption des circulations mondiales, pas seulement de fripe, mais de toute circulation. Je ne vais pas ici pouvoir donner des détails, mais comme vous savez, en fait, des problèmes donc, de transport maritime, un manque de conteneurs, des fermetures temporaires des ports. Ce qui est particulier pour la fripe, c'est aussi que la fripe, d'un coup, est devenue une source de contagion potentielle. Donc, il y a eu des pays qui ont en fait interdit l'importation de fripe pendant la pandémie. Et les fermetures de frontières. Donc là, on revient en Tunisie. Au marché de Chichi, un marché dans la ville du Kef, donc une ville frontalière entre la Tunisie et l'Algérie. Donc la Tunisie, comme je disais, un petit marché, mais qui approvisionnait le marché algérien et qui tout d'un coup se trouvait face à une fermeture totale de la frontière entre l'Algérie et la Tunisie pendant 2 ans. Donc ce qui a beaucoup affecté le marché de fripe en Tunisie. Donc évidemment, il y avait des circulations qui passaient. Une frontière fermée n'est jamais commencée une frontière fermée. Mais ce qui a été interrompu, c'est quand même un trafic de détaillants commerçants, mais aussi de consommateurs algériens qui venaient s'approvisionner sur les marchés comme le marché de Chichi. Donc ce qu'on voit, donc, ce qui a vécu donc, la Tunisie comme plein d'autres pays, c'est donc une interruption des circulations. Donc un arrêt des importations de fripe, mais aussi un arrêt des réexportations de fripe. Et ceci a affecté toute la chaîne de valeur que je viens de vous décrire. Donc la main-d'œuvre dans les usines de tri qui était sans travail d'un jour à l'autre, toute la chaîne des grossistes, de transporteurs, de détaillants, puis une fermeture des marchés de fripe en Tunisie, qui a donc aussi affecté évidemment les consommateurs. On a une absence totale d'aide de l'État, en plus dans un marché où la grande majorité des acteurs travaillent quand même dans l'informel. Donc ceci a eu des conséquences tout à fait catastrophiques sur les milliers de personnes qui travaillent dans ce secteur. Et vu que la fripe est un des secteurs qui fonctionne principalement sur crédit, ce qui veut dire que tout le monde est endetté auprès de tout le monde à tout moment. Ces interruptions ont causé une crise de dette en fait, qui perdure aujourd'hui et qui a forcé beaucoup d'acteurs en fait, de fermer leur business parce qu'ils ont fait faillite. Et je pense qu'il est important, c'est vraiment de voir aussi que le marché de fripe a été transformé à longue durée. Donc là, je vous montre une photo que j'ai prise il y a à peine 2 semaines dans le quartier de grossistes de Tunis, donc Sahrouni, qui montre donc les vêtements neufs qui se trouvent aujourd'hui dans ce qu'on appelle la crème, donc la marchandise de haut de gamme de la fripe chez les grossistes. Donc vraiment une transformation de la marchandise de la fripe, encore une fois, où il y a de moins en moins de bonnes marques originales européennes et de plus en plus de fast fashion neufs qui se trouvent donc sur le marché de fripe en Tunisie. Donc, tenant compte des changements que tu viens de nous décrire, comment peut-on anticiper l'évolution de l'économie de la fripe dans le futur? Est-ce qu'on doit continuer à parler de la fripe comme une économie circulaire, ou est-ce qu'on ne doit pas plutôt réfléchir à la manière dont on qualifie cela et l'envisager peut-être aussi sous un autre angle, à savoir l'économie des déchets? Bon, c'est une question vraiment difficile et je pense qu'on pourra peut-être continuer à en discuter avec le public tout à l'heure. Donc, je viens de dire que
la marchandise qui arrive donc de plus en plus sur le marché de la fripe est une marchandise donc de fast fashion avec une durabilité, une durée de vie souvent très très limitée et souvent donc des matériaux de plastique qui deviennent très rapidement aussi des déchets. Donc ça c'est une partie de la réponse. Et en plus de ça, donc déjà une partie importante de la fripe qui est exportée vers les pays du Sud, donc comme la Tunisie, qui ne sont plus utilisables. Donc il y a une estimation qui dit qu'à peu près 40% de ce qui est importé en tant que fripe en Tunisie ne peut pas être revendu ou réutilisé. Donc 40% de cette fripe qui se retrouve donc souvent malheureusement sur des décharges illégales comme celle ici que j'ai pris en photo dans la ville de Menzel Bourguiba. Et ceci a un problème bien au-delà de la Tunisie, hein. C'est un problème évidemment global. Vous avez peut-être vu les reportages récents sur le grand dessert au Chili qui s'appelle Atacama, où sont déchargés les déchets de la fast fashion, mais aussi sur les côtes ghanéennes où sont déchargés de manière illicite les déchets de la fripe qui se trouvent de plus en plus dans l'océan. Donc évidemment une économie de déchets qui fait partie de la logique de fonctionnement de cette économie de fripe et qui va devenir de plus en plus importante. Et donc une économie de fripe qui représente évidemment un marché de croissance aujourd'hui. Donc si on parle dans le futur, il y a des prévisions qui disent que le marché de fripe va doubler pendant les 5 prochaines années. Il va avoir fait jusqu'en 2026 une croissance de 127%, donc une croissance tout à fait spectaculaire, un marché qui croît plus rapidement que le marché de la fast fashion, mais en même temps, donc un marché de fripe qui devient de plus en plus un marché aussi des invendus et donc des déchets de la fast fashion, et qui pose donc un problème écologique majeur. Donc parler de l'économie circulaire dans ce contexte est évidemment problématique, et moi je tiens vraiment à interroger d'une manière très très critique ce terme de l'économie circulaire, parce qu'il sert surtout à l'industrie de textile pour une sorte de greenwashing, et en fait pour dissimuler le fait que le problème de base est une surproduction, et une surproduction de plus en plus perverse, avec des coûts sociaux donc dans la production de ces vêtements neufs, mais aussi des coûts écologiques et environnementaux catastrophiques. Donc le changement devrait être un changement structurel en fait sur le marché de textile, et ceci pourrait ensuite aussi affecter le bout de la chaîne de valeur dont on parle ici. Donc la fripe, il faut vraiment la penser comme un des aspects intégral aujourd'hui du marché de textile mondial. Merci beaucoup. Merci beaucoup Katharina de nous avoir éclairé sur ton sujet. S'il y a des questions dans la salle, nous allons bien les prendre. Je pense qu'on n'a pas encore exploré tous les angles que tu abordes en fait dans ta recherche. Donc je vous encourage bien évidemment d'aller lire les travaux de Katharina. Il y a un sujet qui personnellement m'intéresse énormément et dont on n'a pas trop parlé tout à l'heure, c'est justement cette question des valeurs aussi qui rentre en ligne de compte lorsque les fripiers déballent justement ces grands sacs. Et dans tes recherches, tu parles notamment d'un passage de figurines de hibou qui se retrouvent donc parmi les jouets et qui ne sont pas du tout au goût du vendeur, qui d'ailleurs les cache. Est-ce que tu veux nous expliquer aussi pourquoi? Bon, c'est une très belle anecdote, donc merci de revenir là-dessus. En tant que chercheuse de la fripe, j'étais très souvent sollicitée aussi en tant qu'Allemande. Donc en tant qu'Allemande qui a donc une certaine expertise sur l'origine de la fripe.
Et les vendeurs de la fripe me posaient donc très souvent des questions sur cette marchandise qui leur apparaissait tout à fait bizarre, étrange, mais aussi sur les pratiques de don, surtout d'une manière très très critique, en me demandant mais comment ça se fait que les Allemands mettent en fait des déchets dans leurs dons, qu'est-ce qui leur passe par la tête quand ils font ça. Donc je me trouvais très souvent dans ce positionnement en fait d'expliquer l'origine de ces objets, entre autres donc de ces figurines de hibou que ce monsieur Hamad avait donc collectionné dans un carton et il les avait cachés au fin fond de sa boutique de fripe parce qu'il était embarrassé en fait. Parce qu'en Tunisie, en fait, c'est quelque chose de très négatif, en fait. C'est un symbole négatif et pas du tout une porte-bonheur. Donc il y avait un clash de signification culturelle complète. Et il avait donc ce carton du hibou et avait l'espoir que moi je pouvais revendre ce carton du hibou en Allemagne. Donc, malheureusement, j'ai dû le décevoir, mais j'en ai acheté quelques-unes pour une grand-tante éloignée en Italie qui a en effet une collection de figurines de hibou. Mais ceci nous renvoie en fait à la complexité aussi de ces rencontres socio-matérielles qui se font sur les marchés de fripe et qui distinguent quand même aussi les espaces marchands de la fripe d'autres espaces marchands où la marchandise est beaucoup plus standardisée, beaucoup plus uniforme. Et un autre, peut-être pour revenir sur un autre objet que tu décris aussi dans ta recherche, c'est une sacoche en cuir qui apparemment a été chaudement débattue aussi. Et ce qui est intéressant peut-être au-delà de l'anecdote, c'est justement cette réappropriation en fait des objets par les habitants qui ne mettent pas justement les mêmes valeurs dans ce qu'ils vont acheter. Donc peut-être aussi si tu pouvais revenir là-dessus un petit peu, ce serait intéressant peut-être. Mais il y a très souvent en fait dans la fripe donc des processus de réappropriation ou d'adaptation ou même de réinvention totale des objets qui sont trouvés parce que ces objets sont donc voyagent d'un contexte à un autre contexte où ils perdent leur sens original. Ils sont décontextualisés, donc souvent par exemple on trouve des inscriptions dans des langues qui ne peuvent pas être déchiffrées. Ceci est par exemple le cas pour beaucoup de jouets, mais aussi juste des objets par exemple qui ont perdu une partie de leur objet ou qui sont juste décontextualisés et qui du coup sont réinventés dans le nouvel contexte pour leur donner de la valeur. Donc ce sont des processus en fait de fabrique culturels qui font naître aussi, comme je l'avais montré avec les saris, des styles vestimentaires nouveaux, mais aussi des modes de consommation et des pratiques culturelles tout à fait nouvelles. Et des fois, c'est même pas pour nécessairement attribuer une valeur d'achat à ces objets, mais il y a aussi des gens qui viennent assister par exemple à ces moments de Halal al-Bal, donc l'ouverture de bal, pour collectionner les restes. Donc les objets pour lesquels se trouve aucun acheteur, il y a des gens qui collectionnent en fait ces objets, qui des fois les réparent et qui des fois s'amusent en fait uniquement à collectionner ces objets. Et il y a pas mal en fait de Tunisiens qui m'ont aussi dit que c'est une fierté en fait d'être bon consommateur à la fripe parce que cela en fait sensibilise dans une société de consommation. Faire la fripe en fait sensibilise pour donc, la valeur de l'objet. Et il se comparait donc très souvent un peu aux sociétés de consommation occidentales en disant nous on a un autre rapport à ces objets parce qu'on est habitué en fait à confronter les restes de vos sociétés à vous et on a développé donc une sensibilité autre envers ces objets et ces matériaux et leurs valeurs. J'ai peut-être une dernière question qu'on n'a pas du tout abordée, mais je pensais que
ça allait être posé peut-être comme question par le public. Ça revient en fait aux modes de consommation occidentaux qui ont quand même beaucoup changé aussi. Je l'ai dit rapidement dans l'introduction, c'est-à-dire qu'aujourd'hui la fripe en Europe surtout est devenue un peu une marque de style de vie écologique d'une certaine manière. Comment ce changement de mode de consommation en Occident a aussi finalement eu un impact sur cette économie que tu nous as décrite et peut-être aussi comment les Tunisiens qui achètent régulièrement la fripe voient cela aussi. Est-ce que pour eux c'est un acte écologique ou c'est complètement autre chose? Oui, peut-être ils en rigolent même. Je dirais que une des conséquences directes, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure sur la réexportation de la crème, donc de la haute gamme de la fripe vers l'Europe. Donc il y a donc une haute gamme de marques originales qui est aujourd'hui re-exportée, soit triée directement en Europe pour être donc vendue en vintage, soit réexportée des pays intermédiaires comme la Tunisie vers l'Europe. Donc la conséquence directe de ça, c'est que la qualité de la fripe se détériorise en fait sur le marché tunisien. Et ceci est une plainte qui revient souvent des fripiers qui disent en fait ce qu'on trouvait la super fripe qu'on trouvait dans les années 2000, on la trouve plus. Donc nous c'est les invendus qui arrivent, mais la super fripe elle est vendue en Europe où évidemment la marge de profit est beaucoup plus importante. Donc ça c'est une conséquence directe. Après la consommation vintage en augmentation aujourd'hui en Europe, notamment à travers les sites de revente, les plateformes et tout ça, ça reste marginal. Si on parle des quantités, ça reste marginal. Donc il n'y a pas plus que 10% des dons, par exemple, qui peuvent être revendus ou distribués en Europe. Donc ça nous laisse un 90% des quantités qui sont exportées. Donc en termes de quantité, c'est pas encore significatif. Après, ce point de vue écologique, c'est un discours qui est aussi présent en Tunisie. Donc il y a aussi une conscience écologique, évidemment, surtout parmi les classes moyennes urbaines, etc. Donc c'est un discours qui a été aussi adopté en Tunisie. Après, je dirais que les Tunisiens sont beaucoup plus conscients et instruits sur cette économie mondiale de la fripe. Ils connaissent beaucoup mieux les cycles de dons, d'exportation, d'importation, et ils voient aussi les conséquences environnementales d'une manière beaucoup plus critique parce qu'ils sont confrontés aussi à une crise de déchets qui est devenue très politisée en Tunisie depuis la Révolution, avec donc les deux décharges principales du pays qui sont saturées depuis des années, qui créent des problèmes énormes pour les habitants de Sfax et Tunis, donc les deux plus grandes villes du pays. Et donc je dirais que peut-être ce discours sur l'économie circulaire, qui est souvent très euphémique, très optimiste en Europe, il est beaucoup plus critique en Tunisie. Merci beaucoup. Il y a une question? Oui. Moi, je voulais juste savoir, vous parliez de croissance de ce marché de la fripe. Or, ce qu'on constate aussi par votre exposé, c'est aussi une saturation de trop d'offres, trop de fripe, Et comment les deux choses se conjuguent, c'est-à-dire il y a une saturation. Est-ce que on peut toujours dire qu'on peut toujours consommer plus malgré cela? Est-ce que c'est comme la société de consommation à laquelle on assiste en Occident? Et y a-t-il pas un moment où trop c'est trop, une saturation, et ne peut-on pas prévoir une baisse de ce marché, donc une baisse du marché de la fripe, parce que vous disiez 127%. Donc pour l'instant, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est que tant qu'on ne réduit pas les niveaux de production sur le marché de textile mondial, on va avoir un surplus qui augmente, qui croît, et donc par définition des quantités de fripe plus importantes sur le marché mondial.
Après la croissance donc de la vente et donc de la consommation du vintage ou du second main, c'est une croissance donc, en Occident comme en Asie. Et dans des nouveaux contextes où la fripe n'était pas courant auparavant, mais où elle devient maintenant une marchandise de plus en plus demandée. Donc il y a un développement du marché de la fripe et de consommation aussi de fripe en Asie, notamment en Chine aujourd'hui. Donc il y a des marchés de croissance de consommation de fripe et il y a surtout un marché de textile, surtout de la fast fashion, qui malheureusement fonctionne selon une logique de croissance comme d'autres marchés capitalistes et qui est donc dans une logique d'expansion. Donc je suis tout à fait d'accord, on devrait remettre en question cette logique de croissance. Cette logique de croissance surtout qui veut donc maximiser la consommation par une durabilité ou une durée de vie des vêtements de plus en plus courte. Donc l'idée c'est si on achète un t-shirt pour une soirée et on l'achète après, on peut reconsommer le jour d'après. Donc ça c'est le fonctionnement de la fast fashion. Et c'est de là que vient en fait un problème de déchets énorme. Et ceci cause aussi des problèmes pour le secteur de la fripe, qui sont des problèmes structurels. Parce que le marché de fripe, à la base, c'est un marché, disons, de durabilité, qui est donc basé sur l'idée qu'un vêtement, une pièce de vêtement, peut avoir plusieurs cycles de vie, peut être réparé, peut être réutilisé, etc. Ce qui est donc à la base d'une idée d'une économie circulaire qui est tout à fait qui a beaucoup de sens, qui crée de l'emploi, qui crée en fait des cycles de valeur multiples. Mais évidemment la fast fashion et l'idée de produire cheaply et de produire pour en fait une durée de vie de plus en plus courte remet en question complètement cette idée même d'un marché de réutilisation, de récupération, de révalorisation des vêtements. Merci beaucoup pour cet exposé très intéressant. Moi, je me demandais si tu avais observé une diversification un peu des espaces du marché de la fripe à Tunis et notamment de la commercialisation en ligne par des particuliers qui s'inventent vendeurs de leurs propres vêtements. Voilà, est-ce que ça existe et où ça en est en Tunisie? Oui, merci beaucoup pour cette belle question, parce que je n'ai pas du tout mentionné ça et c'est tout à fait courant aujourd'hui à Tunis et ça fait partie en fait de cet engouement pour la fripe, surtout parmi les jeunes UP de la capitale. Donc aujourd'hui, la fripe se revend sur Facebook, sur TikTok, sur Instagram. Et ce sont donc des influenceurs et influenceuses qui revendent la fripe et qui ont une fierté en fait à montrer que leur style tout à fait unique, authentique, viennent exclusivement de la fripe. Donc en dehors de la revente des pièces de fripe, ces influenceurs et influenceuses donnent aussi très souvent des tips and tricks, donc comment trouver les meilleures pièces, dans quel marché, auprès de quel commerçant. Donc ça devient vraiment aussi une cartographie complexe de la fripe. Et aujourd'hui, il y a aussi des groupes donc de consommateurs de fripe sur les médias sociaux qui s'organisent pour les halal al-bal, donc les ouvertures de bal, y compris des ouvertures de bal semi-officielles, donc qui ne sont pas donc, dans l'espace public sur les marchés, mais qui ont lieu par exemple le samedi matin dans une boutique particulière, dans un quartier particulier. Donc tout le monde va s'y rendre en fait, donc il y a donc, un événement Facebook et tout le monde va s'y rendre en 1 heure pour y être pour l'ouverture de la balle. Donc ce sont des dynamiques donc, urbaines, des pratiques spatiales nouvelles qui se créent donc à travers cette marchandisation sur les réseaux sociaux.
Et je dirais aussi que le fait qu'il y a de plus en plus donc, des créateurs de mode tunisiens, des designers, mais aussi des cinéastes par exemple qui disent exclusivement qu'ils travaillent avec donc les matériaux de la fripe et qui s'inspirent aussi des matériaux de la fripe, que ceci a aussi changé les modes de consommation de la fripe, où il y a de plus en plus cette idée que la fripe est en fait une fierté tunisienne aujourd'hui, et que s'habiller bien, mais s'habiller bien de la fripe est tout à fait une fierté. Bien, merci beaucoup Katharina pour cette brillantissime exposé que tu nous as fait de la fripe en Tunisie. Il reste une question, pardon. Alors on prend la dernière. Merci. Bonsoir, merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation du CAREP. Moi, je me pose une question. Je ne suis pas du tout chercheuse, donc j'ai un regard un peu extérieur. Et j'avais deux questions. La première, c'est vous ne pensez pas aussi que c'est une réappropriation du pouvoir de la mode, puisque c'est une seconde main et finalement il y a des vomis, entre guillemets, c'est-à-dire que tout ce qui est rejeté, tout ce qui part dans les déchets, et c'est une sorte de vomi de la société. Et de l'autre côté, une réappropriation, comme vous l'avez expliqué, par les réseaux sociaux, voilà, qui refont finalement une seconde mode, une réappropriation de la mode par des personnes qui n'ont pas forcément la main là-dessus, hein, puisque la mode, elle ne vient pas forcément de la Tunisie. Et la deuxième question, et c'est beaucoup plus familial comme question, moi je me rends compte en sortant dans mon quartier, et je m'aperçois que ce n'est pas que dans mon quartier, il y a beaucoup de braderies, où beaucoup de gens sortent leurs vêtements et les vendent, et ça me fait penser un peu à ces étalages qu'on voit dans les rues. Mais il y a beaucoup de vêtements enfants. Et là, je me posais la question, quelles sortes de vêtements sont dans ces grands sacs, et est-ce qu'il y a des vêtements enfants? Merci beaucoup pour vos questions. Donc tout d'abord, oui, on trouve de tout. Dans ces balles et ces sacs, on trouve de tout. Et aussi beaucoup de vêtements d'enfants, évidemment, parce que ça se trouve beaucoup dans les dons. Beaucoup de jouets et beaucoup de vêtements d'enfants, mais aussi d'autres matériaux, en fait, bébés spécialisés. Donc il y a beaucoup de parents qui achètent des vêtements d'enfants à la fripe. Je dirais en dehors les festivités où on achète vraiment du neuf. Donc par exemple pour le Aïd el-Fitr, là on va plutôt acheter du neuf pour les enfants. Mais à part ça, il y a beaucoup de familles tunisiennes qui achètent la plupart des vêtements enfants à la fripe, parce qu'on trouve de la bonne qualité de vêtements d'enfants. Et aussi, et ça revient un peu à ce manque d'alternatives, parce que beaucoup de ce qui est importé comme vêtements neufs est considéré de moindre qualité, de plastique, parce que ça vient très souvent de la Chine, de la Turquie. Et donc il y a cette idée que c'est en fait nocif aux enfants. Donc il y a aussi cette idée que ce qui vient de l'Europe, c'est mieux pour la santé des enfants. Donc ça revient un peu à ce manque d'alternatives. Pour revenir à la première question, donc un peu cette question sur la tension qu'il y a, je pense, quand on parle de la fripe et du marché de la fripe, une tension qui est toujours là et qui est importante, et qui est importante aussi d'un point de vue politique, que évidemment on parle, si vous voulez, du vomi d'une société occidentale, et donc on parle aussi d'une économie de déchets, et on parle d'une économie en fait qui nous renvoie toujours à des inégalités nord-sud et à des injustices aussi nord-sud ou postcoloniales qui restent tout à fait présentes dans ces échanges économiques. Donc je pense que ça c'est très important. Et donc la fripe reste aussi toujours un espace d'expression des frustrations des Tunisiens qui sont confrontés par exemple à des jouets tout à fait cassés, à une moindre qualité de vêtements neufs qui
viennent sur le marché tunisien. Donc ce sont aussi des espaces d'expression de cette frustration sur le fait d'être consommateur tunisien et du coup d'être dans une hiérarchie de consommation en bas, tout en bas. Et d'avoir un État en fait aussi qui ne réglemente pas ce qui rentre en Tunisie, donc ça aussi. Donc un État qui laisse passer les déchets, qui laisse passer la contrefaçon, par exemple des jouets qui sont vus comme étant donc, dangereux pour les enfants parce qu'ils peuvent avaler les pièces. Donc c'est aussi un lieu de contestation de ce positionnement en tant que consommateur tunisien. Mais en même temps, ceci ne veut pas dire que l'Afrique ne peut pas en même temps aussi être un espace de passion, de sociabilité et de naissance de nouvelles pratiques culturelles. Ce qu'on peut aussi lire comme une sorte de contestation, parce que ça veut dire qu'en fait, on s'approprie même vos restes et on en fait quelque chose de neuf et de plus beau. Merci beaucoup, je prends ça comme le mot de la fin, Katharina. Merci encore une fois pour ta présentation. Je vous donne donc rendez-vous le 18 octobre prochain avec Nachla Narvé-Siroti sur les productions théâtrales palestiniennes contemporaines. Donc ça sera pareil en présentiel ici au Carep. Et encore une fois, un grand merci à toi. Merci, bonne soirée à tout le monde.